à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres que nous développerons dans cette nouvelle édition. Pour débuter ce journal, nous reviendrons sur le déplacement du prince souverain à Madrid. Solar Impulse a atterri dimanche en Californie, retour sur ce tour du monde à énergie solaire. Et finalement, nous nous pencherons sur la réunion du réseau drépanocytose mise en place par la direction de la coopération internationale avec 6 pays africains. Partons en Espagne pour suivre son Altesse Sérénissime le Prince Albert II à Madrid. Vous le voyez sur ces images, le souverain a été reçu par Sa Majesté le roi Felipe VI au palais de la Zarzuela. Ils se sont entretenus plus d'1 heure au cours d'une audience privée. Cette visite à Madrid était l'occasion du lancement officiel de la branche espagnole de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Fabien Bonilla et Serge Prémont étaient sur place, voyez leur reportage. Le lancement officiel de cette branche espagnole a débuté par une conférence organisée spécialement pour cette occasion, conférence qui s'est déroulée à la Fondation Ramon Arreces. Le souverain, le vice-président de la Fondation, Bernard Fautrier, et la présidente de la branche espagnole, Caroline Portabella Sétimo, ont pu ainsi présenter la Fondation, ses missions et ses nombreuses actions aux personnes présentes. Près de 200 personnes, des experts, des chefs d'entreprise ou encore des responsables d'institutions. Après l'Italie, le Canada, la Suisse, l'Allemagne, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et Singapour, l'Espagne devient désormais la 9e branche de la Fondation Albert II. L'Espagne d'abord a montré depuis de nombreuses années de bonnes intentions en matière de préservation de l'environnement, et non seulement d'aires marines protégées, mais de parcs aussi terrestres. Et je crois qu'il était important d'impliquer l'Espagne, grand pays méditerranéen aussi. Il est aussi un peu atlantique, mais il est aussi beaucoup méditerranéen. Et donc, je crois qu'il était important que nous ayons des relations plus suivies avec non seulement les autorités espagnoles dans ce domaine, mais aussi d'autres ONG qui sont en Espagne. Et je crois que c'est très prometteur. J'ai pu rencontrer déjà quelques organisations qui ont déjà pris des contacts avec la branche espagnole, même avant son lancement officiel, pour justement examiner ensemble quelles pourraient être les synergies, quels pourraient être les projets futurs. La représentante de la branche espagnole est une femme hispano-monégasque, Caroline Portabella Sétimo. La moitié de mon sang est monégasque et l'autre moitié de mon sang est espagnol. Et alors de toute ma vie, j'ai vécu d'un côté, d'un autre. J'ai eu la chance de pouvoir connaître la nature d'un côté, je veux dire la nature de la personnalité des monégasques, la personnalité des Espagnols. Et aussi par les hasards de mes deux familles, j'ai pu connaître un peu de près le monde de la politique, le monde des entreprises. Enfin, j'ai eu cette opportunité. Je me suis dit, ça fait beaucoup de temps que j'avais dans mon esprit une espèce, je veux pas, mais un peu d'amour pour faire une connexion un peu plus matérielle entre Monaco et l'Espagne. Alors la Fondation, je crois que ça représente vraiment cette motivation, cette vocation qui est en mon esprit. On a été inspiré par l'exemple des précédents. On a toujours, et c'est un peu la conséquence du rayonnement de Monaco, on a toujours trouvé dans les pays où se sont établies des branches des personnalités qui avaient une relation privilégiée, ancienne, familiale, historique avec Monaco et qui donc, compte tenu de l'engagement du prince, souhaitaient effectivement s'engager à ses côtés sur ces questions environnementales. Caroline Portabella Sétimo a désormais la mission de promouvoir et développer les actions de la Fondation Albert II en Espagne. On va commencer par le repérage des interlocuteurs qui peuvent être intéressants pour la Fondation. Les protagonistes en Espagne, d'un côté les investisseurs, de notre côté les institutions publiques et privées qui sont intéressées pour l'environnement, et en même temps les investigateurs, les chercheurs, voilà. Et je pense qu'on va commencer par ce côté. La nouvelle branche en Espagne a été célébrée comme il se doit lors d'une soirée de gala au palais de la Quinto del Pardo, construit en 1717. Ce palais possède la plus grande collection espagnole de papier peint français de Joseph Dufour. Parmi tous ces invités prestigieux, des entrepreneurs ainsi que l'aristocratie espagnole, cette nouvelle branche a été lancée quelques jours seulement avant le 10e anniversaire de la création de la Fondation Albert II.
Le lancement de la branche espagnole de la Fondation a été organisé en collaboration avec l'ambassade de Monaco en Espagne. Je vous propose justement d'écouter son Excellence, M. Jean-Luc Van Claveren, sur ses missions d'ambassadeur. Le rôle et mission de l'ambassadeur d'Espagne, c'est de la représentation de la principauté et du prince ici en Espagne. Donc le relais à la fois des lignes politiques du gouvernement princier, mais également d'essayer de faire remonter le maximum d'informations possibles sur ce qui se passe en Espagne, ce qui peut être transposé en principauté dans les domaines de l'environnement, dans les domaines de la fiscalité, etc. Donc c'est un point de relais entre les deux pays, entre les deux gouvernements. J'imagine que vous n'êtes pas tout seul, il y a une équipe derrière ? Oui, nous sommes au total 4 personnes, c'est une petite équipe à la chancellerie. Donc il y a outre moi-même un conseiller d'ambassade, une chargée d'affaires et une attachée administrative. Retour à présent sur le tour du monde de Solar Impulse. Vous avez pu suivre sur notre antenne son décollage depuis Hawaï. Il a atterri dimanche matin en Californie. Émilie Rousseau et Serge Prémont ont suivi cet atterrissage depuis le Monaco Control Center. Le Pacifique, c'est fait, c'est par ces mots que Bertrand Piccard a commenté son arrivée à Mountain View. Après une traversée de plus de 62 heures, le pilote suisse a atterri sans encombre en Californie. Une arrivée synonyme de soulagement car rappelez-vous, l'avion solaire était cloué au sol à Hawaï. Une longue escale de 8 mois pour dans un premier temps réparer les batteries endommagées par une chaleur excessive, pour ensuite attendre une fenêtre météorologique favorable pour repartir. Beaucoup de pression pour ce deuxième vol, beaucoup de pression parce que il est relativement tôt dans la saison, donc la collecte d'énergie solaire est plus difficile, et puis aussi parce que on sait que c'est un vol qui est a priori challengeant. Et puis en fait, le vol s'est extrêmement bien passé. Je pense que les 8 mois de travail acharné qui ont séparé les deux vols ont porté leurs fruits. Tous les membres de l'équipe ont beaucoup travaillé pour développer de nouvelles approches, de nouvelles solutions métiers. Nous, côté calcul, on a énormément renforcé la précision des calculs, la capacité à mieux prévoir les détails. Et aujourd'hui, voir Bertrand Piccard effectuer un vol magnifique, voler comme sur un coussin de plumes, c'était vraiment extraordinaire. Cette traversée du Pacifique était considérée comme la plus périlleuse. En effet, Bertrand Piccard ne disposait d'aucune solution pour se poser en cas d'urgence. Ce vol était donc suivi avec attention par les équipes du Monaco Control Center qui épaulent, soutiennent et dirigent le pilote suisse à l'image de Nick Gerber, contrôleur aérien. C'est à nous, les contrôleurs ici, qui voyons tout, et qui savons presque plus que le pilote lui-même. On sait exactement la position, l'altitude, tout ça, ce que le pilote sait aussi, mais on sait aussi les conditions de l'avion, de tout l'environnement. À toutes les heures, on a téléphoné à San Francisco, cette fois. En Atlantique, ce sera New York. On téléphone toutes les heures les positions, l'altitude et puis les 3 positions qui suivent. Donc c'était très particulier. Cette étape supplémentaire dans ce tour du monde, la 9e, continue de prouver au monde entier les différentes capacités des énergies renouvelables. Un défi à la fois scientifique et technique que Bertrand Piccard a présenté depuis les airs au secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, ainsi qu'aux responsables présents à New York pour la signature de l'accord de Paris. Bertrand a fait un discours incroyable. Je crois que ce discours va être dans l'histoire. Et il disait lui-même, très vite après, il disait « c'est le plus beau jour de ma vie d'avoir pu m'adresser à cette assemblée, aux politiciens, pour leur donner ce message. » Et c'est quand même fabuleux parce que c'était la journée de la Terre, c'était la signature des accords de COP21 qui se passait pendant que Bertrand volait entre Hawaï et la côte ouest. Donc toutes les étoiles étaient alignées parfaitement. Et vous savez, il y a 3 ans, jour pour jour, on volait au-dessus du Golden Gate avec le premier avion. Donc c'est assez incroyable comment les choses se présentent. Donc là, vraiment que du bonheur. Un travail extraordinaire ici à Monaco, grâce au prince Albert II qui nous accueille. Donc pendant ce vol également, il y a eu un interview. Bon, le prince était là au départ, mais il était aussi là hier soir depuis Paris. Il a tenu à parler à Bertrand. Ils ont pu se parler pendant 20 minutes pendant le vol. C'était aussi un grand moment d'émotion.
Et à peine atterri, Solar Impulse devrait, si les conditions météo le permettent, s'envoler dès mardi pour Phoenix. D'autres étapes ponctueront ce survol des États-Unis avant l'important challenge de cet été, la traversée de l'Atlantique. En bref, dans l'actualité. L'AMA de Monaco célébrait son 50e anniversaire. À cette occasion, un hommage a été rendu à sa fondatrice, la princesse Grace de Monaco. Un spectacle de danse était organisé pour l'occasion au théâtre Princesse Grace. Rappelons que l'AMA de Monaco a été créée en 1966, 3 ans après que la princesse Grace ait fondé l'AMA mondiale. Cette ONG a pour objectif de soutenir et promouvoir le bien-être des enfants à travers le monde. Nous restons dans le domaine de l'humanitaire. La direction de la coopération internationale réunissait la semaine dernière les membres du réseau Drépanocytose pour une série d'ateliers de travail. Plus de détails dans ce reportage. La drépanocytose est une maladie héréditaire de l'hémoglobine qui touche près de 50 millions de personnes. Il s'agit de la maladie génétique la plus répandue au monde. Présente en majorité en Afrique subsaharienne, on la retrouve également en Inde ou encore au Moyen-Orient. Malgré ces chiffres élevés, elle reste sous-estimée par les gouvernements des pays concernés et les instances internationales. C'est une maladie des globules rouges, en particulier de l'hémoglobine qui est à l'intérieur des globules rouges, et qui est donc une anomalie qui fait que les personnes qui présentent ça dans une forme donc héritée des deux parents, parce que c'est une maladie héréditaire et donc à l'état dit homozygote, héritée des deux parents, ont une maladie grave qui s'accompagne d'anémie toute leur vie durant, qui s'accompagne de crises de douleur des os, du ventre ou d'autres parties du corps, et qui s'accompagne également de dommages organiques progressifs avec le temps, avec un taux de mortalité extrêmement élevé. La principauté intervient sur la thématique de la lutte contre la drépanocytose depuis 2008. En 2013, la direction de la coopération internationale crée le réseau Drépanocytose qui vise à renforcer les partenariats entre professionnels de santé et associations sur le terrain. Depuis 2013, il y a eu tout un chemin qui a été accompli par ces associations, par les médecins experts. Et là, cette semaine, on a vu vraiment les choses évoluer. Il y a vraiment un esprit de réseau qui se met en place, à la fois du côté des médecins experts de cette maladie, qui là ont travaillé toute cette semaine sur la mise en place d'un guide de prise en charge de cette maladie qu'ils ont envie de standardiser. Chacun a le sien, pour dire les choses rapidement. Et donc là, l'idée, c'est de mettre ensemble toutes ces énergies pour faire progresser ce guide et qu'ils permettent de faire des formations dans les pays. Et sur la partie association de patients, ils ont également fait un groupe de travail pour leur permettre de travailler sur les plans d'action et voir dans quelle mesure ils allaient pouvoir mettre des actions en place. Notamment, il y a une action que j'aimerais citer. Ça fait 10 ans que cette maladie a été reconnue par l'Assemblée générale de l'OMS. Et malheureusement, il y a finalement que peu de choses qui se sont faites. Et là, ils ont travaillé sur un courrier qu'ils vont adresser à leur ministre de la Santé pour justement essayer de les sensibiliser et d'obtenir des avancées. Des représentants du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie, du Sénégal et de Madagascar ont participé à cette réunion. Ils ont donc pu avancer sur la réalisation de ce guide de prise en charge des patients drépanocytaires, mais également sur le plan d'action du réseau pour l'année à venir. Dans certains pays, la maladie est reconnue par l'État, comme au Sénégal. Ça peut donner des idées à d'autres pays d'essayer de faire des actions vis-à-vis de leur gouvernement pour leur permettre d'agir. Il existe par exemple au Burkina Faso un numéro vert qui est mis en place par les associations pour que les patients en difficulté puissent appeler et avoir un premier niveau de réponse, ne serait-ce qu'une écoute. Cette expérience peut donner l'idée à d'autres pays de se dire mais pourquoi on ne pourrait pas faire ça ? Au Niger, il y a par exemple une mécanique de microcrédit pour permettre aux drépanocytaires de créer, donc qu'on a mis en place, on a travaillé avec eux et on a financé pour que les drépanocytaires puissent générer une petite activité. On leur prête de l'argent, vous imaginez bien que les banques ne se précipitent pas pour leur prêter de l'argent, donc pour qu'ils puissent développer leur activité et leur permettre de vivre, d'assurer leurs soins,
et les moments très difficiles qu'ils passent. Aux côtés des médecins étaient présents également des membres d'associations qui travaillent au quotidien sur le terrain avec les familles et les malades. Psychologiquement, les parents et les enfants drépanocytaires sont complètement à plat. Parce que c'est une maladie qui coûte cher. Il se pourrait que la crise survienne à un moment où peut-être le parent n'a même pas le moyen de transport, les taxis sont arrêtés, ou alors il n'y a même pas d'argent dans la famille. Tout le problème est là. Donc ce qui veut dire le parent se culpabilise d'avoir transmis la maladie à son enfant et le malade se culpabilise de provoquer une sécheresse financière dans la famille. Au cours des dernières années, une prise de conscience s'est développée, notamment auprès de la communauté scientifique, ce qui a permis de faire avancer la recherche sur les traitements de cette maladie héréditaire. On n'a pas encore un moyen de guérir des maladies génétiques. Il y a de bonnes perspectives avec la thérapie génique, avec la greffe de moelle. On arrive à guérir quelques patients, mais on ne peut pas, disons, guérir un nombre trop important par rapport à la dimension épidémique de la maladie. Donc les traitements sont essentiellement palliatifs, mais c'est des traitements très efficaces. Il y a des traitements préventifs qui permettent de diminuer la fréquence des manifestations, de diminuer la fréquence des complications, mais également des traitements curatifs qui permettent de prendre en charge tôt et efficacement les complications. Si bien que l'espérance de vie de la maladie, qui il y a 20 ans était considérée comme ne dépensant pas l'adolescence, est devenue une espérance de vie autour de 50 ans, voire même 60 ans dans les pays où une bonne prise en charge est organisée. Prochain objectif pour le réseau, sensibiliser les gouvernements et les instances internationales afin d'obtenir une reconnaissance de la maladie comme priorité de santé publique et disposer des moyens de lutte au même titre que le VIH, la tuberculose ou encore le paludisme. Eux aussi œuvrent pour la bonne cause. Les membres de l'association Monaco Disease Power organisent le samedi 30 avril leur second rallye du cœur. Rendez-vous donc à 11 h, place du Casino, pour réaliser le tour du prestigieux circuit de Monaco à bord d'une voiture de collection de légende. Tous les fonds de cette journée seront reversés à l'association en faveur des personnes et enfants souffrant de handicap. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent un aperçu de la météo de ces prochains jours. Découvrez la météo avec Eclectic, Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Mardi, journée ensoleillée avec quelques nuages, les températures resteront douces malgré un vent largement présent. Il fera entre 12 et 19 degrés. Mercredi, le ciel restera ensoleillé, les températures seront stationnaires. Jeudi, déclin du soleil, arrivée de nuages menaçants dans l'après-midi. Les températures seront clémentes avec 14 degrés au lever du jour et 18 degrés dans l'après-midi. Et finalement, vendredi, arrivée de la pluie dans la nuit. Le soleil reviendra progressivement dans la journée. Il fera jusqu'à 17 degrés. Vous avez découvert la météo avec Eclectic, Galerie, Interior Design, Art and Gifts. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant votre magazine sportif Actu Sport, présenté par Frédéric Elion. Je vous dis quant à moi, à très bientôt sur notre antenne.